La selle scellée juste après la Tabaski, la contribution économique locale sur le point d'être mise à la disposition des municipalités. Assurance du secrétaire général de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, Mbaye John, précise que le président Macky Sall a déjà paraphé les décrets d'application de la loi. Élan de solidarité autour de l'Aïd el-Kébir, 2500 talibés habillés dotés de chaussures à Tivaouane. Les bonnes volontés se signalent aussi à Ziguinchor où les habitants du village de reclassement social de Djibelor ont été soutenus. Le service d'hygiène de Kaffrine bloque l'entrée sur le marché d'une tonne 500 kg de produits prohibés. Plusieurs marchandises dangereuses pour la consommation ont été saisies à Missira-Waden. Les Lions du handball out pour les Jeux africains du Maroc. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été libérées par leur club parce que la compétition n'est pas reconnue par les instances internationales. Réaction dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Le tour du web Fama John. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonne santé Salimata Aou, l'invité du soir, docteur Omar Sissé, ingénieur polytechnicien en génie civil, professeur en environnement à l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine, entretien avec Jo Marone sur la problématique de la gestion des ordures. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. À la présentation, à la technique, à Madindia, mesdames et messieurs, bonsoir. La selle, la contribution économique locale que réclame le maire de Dakar va être disponible après la Tabaski, selon le secrétaire général de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Le président Macky Sall a déjà signé les décrets d'application de la loi et le ministre des collectivités territoriales doit engager les dépenses, selon Mbaye John, joint par Makumba Bey. Il y avait déjà un retard au niveau de l'adoption du projet de loi. Il s'en est suivi un vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale et le président de la République a aussitôt pris les décrets d'application qui ont été signés il y a à peine 2 semaines, tel que ça n'a été confirmé par le ministre en tutelle. Maintenant, effectivement, la selle n'a pas été versée parce qu'il y a eu un processus d'engagement qui doit être initié par le ministre des collectivités territoriales, déposé au niveau de la direction générale du budget. Et les arbitrages nécessaires vont se faire certainement dans les prochains jours. Beaucoup de dépenses ont été engagées ces derniers temps et les collectivités locales ont reçu 50 milliards, donc regroupent les fonds de dotation et les fonds de... Mais est-ce qu'on peut avoir une idée des délais de paiement? Écoutez, nous avions eu l'engagement des autorités que ce serait payé certainement après les fêtes. Parce que vous savez, autant que moi, que la fête de la Tabaski génère beaucoup de dépenses. Les dépenses liées à la fête de la Tabaski, certainement, quand ça va passer, nous allons recevoir la selle qui est de loin supérieure au fonds de dotation. Elle est estimée à presque 100 milliards. Vous conviendrez que c'est un montant qui nécessite des arbitrages. Mais nous sommes conscients du fait que le volet administratif et législatif qui est déjà derrière nous, il reste qu'à faire l'engagement et et nous pensons que certainement dans les prochaines années, l'État va rester cet engagement pour aux collectivités territoriales. Ok. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Il ne reste plus que 3 jours pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski. Les communes urbaines et rurales s'organisent en dépit des moyens qui font défaut pour assister financièrement les familles nécessiteuses. Selon Imam Boubacar Bari, ces actions ne doivent pas seulement se limiter aux fêtes religieuses. Suivant le dossier réalisé par Seydou Nourouba. Une assistance financière aux familles démunies en cette période de l'Aïd el-Kébir. Mam Amadou Samba, le maire de la commune de Cambérène, met la main à la poche en dépit de ses maigres moyens. C'est des sommes qui vont leur aider à prendre, par exemple, acheter des légumes, à peu près 20 000, 25 000, voire 15 000 même. Donc, on fait de sorte que ça soit un peu large. Les gens puissent au moins, on a 15 quartiers, on essaye de voir ceux qui sont plus dans le besoin. Dagagnan, une autre commune de 38 villages dans le département de Mbour. Son maire, Gana Nying, parle d'une tâche compliquée, mais il faut s'organiser. 50 000 habitants, 38 villages, mais malheureusement aussi nous avons très peu de moyens. C'est vrai qu'on est une commune rurale avec un budget prévisionnel d'environ 220 millions. Vous comprendrez qu'on éprouve d'énormes difficultés pour venir en aide aux populations qui nous sollicitent à l'occasion des fêtes.
Même si ce n'est pas une période de fête, on recourt à ce budget-là pour faire des interventions auprès des nécessiteux. Ces aides ou secours des communes en faveur des familles nécessiteuses, Imam Boubacar Bari, également enseignant dans une école privée sur l'avenue Malik Sy, encourage mais souhaite plus d'efforts. Parce que Dieu le Très-Haut dans le Coran dit il faut vous aider, il faut vous expliquer dans ce qui apporte ce qu'on appelle la crainte révérentielle. Il faut vous aider également dans tout ce qui apporte ce qu'on appelle la bonté et la solidarité. Donc l'assistance financière que la mairie offre aux familles vulnérables, aux familles démunies, je pense que c'est vraiment quelque chose à appeler. À 3 jours de la fête de Tabaski, elles sont nombreuses les familles qui n'ont pas les moyens d'assurer le minimum. Les communes s'organisent pour les assister financièrement. Les talibés des Daras de Tivaouane ont reçu des vêtements et des chaussures pour fêter dignement la Tabaski. Ils sont au nombre de 2500 à bénéficier de cet appui de bonne volonté. Les enfants talibés étaient en compagnie de leur maître coranique à la cérémonie de remise de dons fortement appréciée par les populations de la cité religieuse. Cher Anta Diop. Ces bouts de bois de Dieu, pensionnaires des Daras de Tivaouane, loin de la chaleur paternelle et maternelle, loin du milieu familial, se sentent tout de même heureux en cette période de fête de Tabaski. Les voici encore dans leur 10e année, toujours habillés et chaussés par des bienfaiteurs, désireux de les voir célébrer l'Aïd el-Kabir dignement. Khalifa Gaye, porte-parole de Diopsi. Ça avait déjà a pour dessein de célébrer l'enfant talibé. Nous sommes à notre 10e édition à Tivaouane, dont les moyens mobilisés vont crescendo et révélatrices de la générosité sans commune mesure dans la ville sainte de Tivaouane. L'honorable député Dembo Diopsi. Chaque talibé reçoit un habit et des chaussures. S'y ajoutent les 109 Serigne Dara qui ont été honorés cette année. Chaque Serigne Dara a reçu un coupon de bazin riche pour leur permettre eux aussi de se sentir peut-être concernés. Le prêcheur Irandao Serigne Dara se dit très satisfait d'un tel geste. C'est un geste noble que nous apprécions. Ces beaux habits que vous voyez sont très bien cousus, prêts à porter. Même les Serigne Dara sont habillés. Et vous savez bien que la fête de l'Aïd el-Kabir, c'est pour les enfants. Le sourire aux lèvres, le visage radieux, ces talibés environ 2500 issus de plus d'une centaine de Daras à Tivaouane sont rentrés heureux avec leur habillement en attendant la fête de la Tabaski. RFM Thiès, cher Ante Diop. Le conseil départemental de Ziguinchor au chevet des populations de Djibélor, un village de reclassement social où la pauvreté est une réalité pour la Tabaski. Un don en nourriture a été distribué aux nécessiteux. Les autorités départementales prévoient d'autres mesures sociales, nous dit Lamine Ba. Conseil départemental bu Ziguinchor nam ko tàmmee di def ren ji dugal na loxoom ci poosam ngir jàppale néew di doole yi ci Tabaski bi ñu jublu village de reclassement social. Le Wolof qui s'invite dans l'édition en français. Toutes nos excuses pour cet impair. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. 1 tonne 500 kg de produits alimentaires avariés ont été saisis par les éléments du service d'hygiène de la région de Kaffrine. Une opération de veille contre les commerçants véreux à Missirawaden, une commune où les activités commerciales sont très dynamiques. Là-dessus, le capitaine Idrissa Ndiaye, chef de la brigade régionale, au micro d'Omar Ndiaye. Nous l'avons fait au cours des 3 dernières semaines, spécifiquement dans le Lumo de Missira. Donc on s'est aperçu qu'on a retiré de la vente près d'1 tonne 500 de produits, soit qui ont atteint leur date de péremption, soit qui sont dénaturés, et même des médicaments pour une valeur estimative de 2 500 000. Donc l'ensemble de ces produits aussi, donc on l'a saisi au niveau des vendeurs. Donc on a eu l'occasion d'en contrôler 509 au niveau de ce Lumo pour les 3 semaines. Donc maintenant, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est vrai que les populations sont se fixent un peu sur le mouton, mais il faut aussi en même temps qu'ils fassent attention par rapport aux denrées alimentaires qui sont vendues. Vous savez que des produits dénaturés peuvent avoir des conséquences aussi sur la santé des populations. Je vous le disais tantôt, le conseil départemental de Ziguinchor est au chevet des populations de Djibélor, un village de reclassement social où la pauvreté est une réalité. Pour la Tabaski, un don en nourriture a été distribué aux nécessiteux. Les autorités départementales prévoient d'autres mesures sociales.
Lamine Ba. Le conseil départemental de Ziguinchor perpétue la tradition d'assistance aux démunis tous les ans à la veille de la célébration de la Tabaski. Pour cette année, ce sont les habitants du village de reclassement social de Djibélor qui ont bénéficié du geste de bienfaisance de l'institution en recevant des denrées diverses. Fiacre Koli est le président du conseil départemental de Ziguinchor. Ce geste n'est qu'un geste en fait qui est naturel. Le conseil s'est toujours inscrit à soutenir sa population. Et je pense que parmi sa population, celle d'ici est l'une des plus vulnérables. Cela, dès l'orientation en 2014, la plupart des élus conseils ont orienté leur choix sur Djibélor. Donc c'est ça qui motive que chaque année, obligatoirement que le conseil départemental puisse répondre présent à ces sollicitations-là et on peut soutenir cette population. Les bénéficiaires du don ont remercié le conseil départemental pour l'appui conséquent consacré à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Moussa Faye est le chef du village de Djibélor. Nous sommes très satisfaits de ce geste du conseil départemental qui a l'habitude de perpétuer la tradition à la veille de chaque fête de Tabaski. Nous ne pouvons pas vous décrire aujourd'hui toute la joie qui nous anime. C'est une épine qui nous retire du pied quand on sait qu'on se dirige vers la Tabaski et les dépenses sont énormes. Là, nous avons eu à bénéficier du riz, de l'huile et de l'oignon. Ce sont des dépenses de moins pour la fête. Les populations du village de reclassement social ont profité de la présence du président du conseil départemental pour solliciter son intercession auprès des autorités pour la réalisation d'équipements sociaux de base dans le village. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, la fréquence de RFM à Ziguinchor, c'est la 92.0. Plusieurs paquets de cigarettes d'une valeur de 17 millions de francs CFA ont été incinérés ce jeudi à Vélingara. Une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre la marchandise frauduleuse. Le service du commerce va renforcer les moyens de ses agents pour une meilleure efficacité. Abdoulaye Diallo. Les agents du service du commerce de Vélingara ont mis la main sur une importante quantité de cigarettes frauduleuses et non conformes à la loi et à la réglementation sur les produits du tabac au Sénégal. Ces cigarettes prohibées ont fait l'objet d'une cérémonie d'incinération. Abdourahmane Ndiaye, le préfet du département de Vélingara, et Sambandao, adjoint au directeur du commerce intérieur, étaient de la partie. En plus d'une origine frauduleuse, cette cigarette ne respecte pas les exigences réglementaires. Elle mène une concurrence déloyale aux entreprises placées sur notre territoire national et qui s'acquittent de leurs obligations légales sur le plan sanitaire et fiscal. Au niveau de mandat douane, ils ont saisi environ 2770 paquets de différentes marques. Au niveau de Diaoubé, c'est le gros lot avec 31 410 paquets. Au niveau de Pakour avec 230 paquets. Au niveau de Kalifourou, Lenkering et Boncontro avec 620 paquets, ce qui fait au total 35 030 paquets pour une valeur estimée à 17 515 000 francs CFA. Cette destruction est très symbolique parce que d'abord, à plusieurs titres, c'est une destruction qui est faite aujourd'hui dans un département qui est un département très important au Sénégal par rapport aux pays frontaliers qui l'entourent, mais aussi par rapport aux quantités qui ont été prises par ce service départemental-là, qui a quand même des moyens humains très limités. Pour motiver leur personnel à être plus vigilants, le service du commerce compte renforcer les moyens de ses agents sur le terrain. C'est le cas de Vélingara, qui va bientôt avoir un appui en personnel, mais aussi en logistique. Eu égard aux importantes saisies de drogue, de marchandises frauduleuses et des produits impropres à la consommation au cours de ces dernières années, le renforcement des moyens de contrôle et de sécurité au niveau des frontières du Sénégal est devenu une urgence. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Contrôle sanitaire des moutons de Tabaski au marché hebdomadaire de Missira Wadden. Plus de 46 000 béliers ont été enregistrés par les agents du service vétérinaire du poste de la localité. Résultat, le chef tel est en bonne santé, mais les acheteurs ne sont pas nombreux pour l'instant. Catherine Omar Ndiaye. Des moutons, il y en a suffisamment au forail de Missira Wadden, l'un des plus grands lieux de vente au Sénégal. À la date du 9 août, plus de 46 000 béliers sont entrés au Sénégal en provenance du Mali. Selon Ibrahim Ali, chef de poste vétérinaire de Missira Wadden. Cette année, à Missira, presque 46 000 béliers qui nous viennent du Mali, sans compter les moutons qui nous viennent dans la région. Par rapport à l'année dernière, on avait 36 000. Donc on peut dire que cette année, à Missira, le chiffre a dépassé l'année dernière. Cette année, il n'y aura pas de manquement de béliers au niveau du Sénégal. Mieux, rassure le technicien de l'élevage, les animaux sont en bonne santé et plusieurs races ovines sont exposées. C'est un carrefour. On a les nationalités maliens, on a les Nigériens viennent ici, les Mauritaniens surtout. Toutes les nationalités sont ici. On a plusieurs types de races. On a les Azawak, on a les Ladoum, on a les Peul. Chacun, si quelqu'un veut acheter il va faire son choix. Le choix du bélier qu'il va faire la Tabaski. Les
moutons qui nous viennent du Mali, d'abord il y a un poste de contrôle qui est à Kidira. C'est le chef de poste là-bas, c'est le chef de poste qui fait d'abord le contrôle. Bon, une fois les béliers arrivent ici, là nous aussi nous allons faire un autre contrôle. Bon, depuis lors, on a eu aucun cas, alhamdoulilah, tous les moutons sont en très bonne santé. Par ailleurs, les prix pratiqués sur place varient entre 70 000 et 250 000 francs, suivant le constat fait sur place. Mr. Waden, Omar Ndiaye, RFM. Il est 22h passé de 16 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de face tchéquienne. RFM 94.0, la radio en puissance. Une vieille doléance vient d'être satisfaite. Les populations de Djender ont de l'eau potable à leur disposition. Un deuxième centre de production du liquide précieux a été inauguré par le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam. L'ouvrage hydraulique va produire 17 000 mètres cubes par jour, a constaté l'autorité en tournée ce jeudi dans les communes de Bayar et Djender. Abdoulaye Diop, compte rendu. Après 7 mois de souffrance due à un manque d'eau criant, plusieurs villages de Djender peuvent pousser un ouf de soulagement. Serigne Mbaye Thiam est le ministre de l'eau. Le centre de Tchedem et le forage qui a été visité, on a fait un piquage sur le centre de production pour permettre d'alimenter Djender. Les populations elles-mêmes se sont réjouies de ce que ces travaux aient été effectués. Nous avons retenu entre aujourd'hui ou au plus tard demain matin de mettre en service le dispositif qui permettra à ces populations-là d'avoir de l'eau. La mise en service de ce deuxième centre de Tchedem va permettre de desservir ces villages, une initiative saluée par la population à Amadoukan. Nous aurons de l'eau au niveau des différents villages qui souffraient d'un manque d'eau. Que vraiment ça fait 7 mois qu'on n'a pas d'eau ici à Djender. Si aujourd'hui la bonne nouvelle tombe, vraiment au nom de toutes les populations, on est très satisfait par rapport à ça. Les pénuries d'eau récurrentes dans la capitale vont aussi s'atténuer provisoirement avec ce deuxième centre, rassure le ministre. On est dans une phase transitoire. Les problèmes d'eau de Dakar ne pourront être définitivement réglés qu'avec la mise en service de la 3e usine de Kermomarsar, KMS 3, et plus tard l'unité de dessalement qui va venir. Mais les investissements que nous avons mis en service aujourd'hui vont permettre d'atténuer les déficits d'eau au niveau de Dakar et au niveau de la zone de Rif. Le ministre de l'eau, accompagné du directeur général de la SONES et des autorités administratives, a effectué une visite dans les forages de Djender et de Bayar, une visite qui entre dans le cadre de la phase 2 du programme de renforcement de l'alimentation en eau potable de Dakar. Le problème de réforme foncière a été soulevé par les éleveurs lors de la session de clôture du Conseil économique, social et environnemental. Ils souhaitent que la présidente de cette institution parle de cette situation. Ils ont évoqué les différends qui persistent entre éleveurs et agriculteurs. Le Conseil économique, social et environnemental, Ismaïla Sow, estime que c'est un problème fondamental. Nous le voici au micro de Salimata Aou. Bon, nous souhaitons que Madame la Présidente revoie la commission développement rural parce que c'est une grande commission qui regroupe l'agriculture, l'élevage, pêche et l'hydraulique. Donc elle vient d'arriver et donc elle a beau faire des grandes innovations encore au niveau du Conseil. Donc nous souhaitons qu'elle voit comment elle peut faire maintenant pour nous permettre de travailler dans l'élevage comme il faut. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'élevage. Là où on parle actuellement, il y avait des problèmes de réforme foncière. Parce qu'il y a les conflits qui existent entre les éleveurs et les agriculteurs. Aujourd'hui, aussi d'ici que dans la semaine prochaine, il y aura la fête des Tabaski. Bon, actuellement, les Sénégalais veulent aussi que l'autosuffisance des moutons tabaski. Moi, je pense qu'avec les compétences des conseils économiques, c'est important quand même que nous, on réfléchisse au sein de notre conseil économique pour soumettre notre ministre tutelle Samba Benka des propositions pour redresser cette situation. Ismaïla Sow, conseiller économique, social et environnemental, président également de la maison du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. La question de la sensibilisation sur les activités humaines nuisibles à l'environnement est importante aux yeux de l'État. C'est l'avis de Samba Sy, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Il présidait cet après-midi un séminaire de formation des attachés parlementaires, séminaire sur la protection et la valorisation de l'environnement dans la phase 2 du PSE, le plan Sénégal émergent. Mamadou Oumar Bar.
La protection de l'environnement est aujourd'hui plus qu'urgente. La sensibilisation sur la question doit atteindre toutes les couches sociales et les attachés parlementaires sont de bons acteurs pour relayer ce message, selon le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy. Nous comptons sur eux pour qu'ils relaient l'information. En réalité, les questions d'environnement et de développement durable ont besoin d'être portées par toutes les populations. Mais puisqu'il faut bien commencer par un secteur déterminé, nous avons ciblé ces personnes-là qui peuvent agir et aider un peu à relayer le message. Mais ce message-là, par-delà eux, s'adresse à toute la communauté nationale et même au-delà. Il exhorte par ailleurs toute la population à s'y mettre. Une question qui nous interpelle tous, cette question est une question existentielle. C'est la question de notre devenir commun, c'est la question de la préservation de la biodiversité. Nous partons d'ici davantage conscients des enjeux et des urgences et plus déterminés à agir. Maba Ndiaye dégage les grandes lignes qu'on peut retenir de cette formation. Il est le directeur adjoint de la direction de la planification au ministère de l'Environnement. Ce sont les principes qui guident l'action publique en matière d'environnement au Sénégal. Ce sont les programmes qui ont été déduits des orientations stratégiques définies dans la lettre de politique. Les grandes lignes, ce sont les projets, les actions, les activités qui sont menées par nos directions opérationnelles sur le terrain. La loi sur l'interdiction de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronage sera appliquée dans toute sa vigueur et fera l'objet d'une révision afin d'étendre son champ d'application et renforcer les sanctions prévues. Un consensus est dégagé des discussions au sein de la commission politique du dialogue national. Selon un communiqué, il s'agit de l'établissement d'un chronogramme, d'un tableau récapitulatif des questions relatives au processus électoral qui doivent être revues. Les parties prenantes au dialogue national sont aussi d'accord sur l'évaluation de tout le processus électoral et l'audit du fichier électoral. Sur ce, elles évoquent l'appel à une manifestation d'intérêt et l'ouverture à des cabinets indépendants, nationaux et internationaux. À l'issue de la réunion tenue ce matin, la commission politique du dialogue national a demandé à la commission cellulaire de saisir le président du comité de pilotage pour la poursuite des travaux. Le communiqué est signé par le général Mamadou Niang, président de la commission. RFM. L'actualité internationale. Demande de libération de 3 militaires jungleurs anciens proches de Yaya Jammeh. L'auteur, qui n'est personne d'autre que le ministre gambien de la Justice, est très critiqué. C'est parce que l'un d'eux avait avoué avoir participé au meurtre du célèbre journaliste Deïda Aïdara. Le frère du journaliste assassiné parle de grosses farces qui ne rassurent pas la famille éplorée. Baba Aïdara s'est confié à Wouri Diallo, correspondant. Il est l'un des fils du défunt journaliste Deïda Aïdara. Pour Baba Aïdara, le ministre gambien de la Justice doit tout simplement revenir sur sa décision. Là, s'il ne change pas d'avis, nous, on va continuer à exposer tout ça parce que c'est une grosse erreur. Selon lui, Baba Aïdara, libérer ces 3 militaires serait une grosse erreur de la part du gouvernement, mais aussi et surtout un coup dur pour les familles des victimes. Je suis un fils du journal que un des 3 jongleurs a tué, et même pas seulement ce jongleur, mais ce qu'ils ont fait contre toutes les autres familles victimes. Alors ça nous affecte tous. Il a confirmé leur libération et en même temps a donné des raisons vraiment bizarres. Il a dit que ça va faire que les autres qui vont venir, ils vont dire la vérité et ils vont nous dire ce qui s'est passé avec les autres familles. On veut tous savoir la vérité. Mais on ne veut pas la vérité s'il s'agit de laisser des tueurs dans nos rues. Je ne vais jamais accepter qu'on les laisse dans les rues de nos quartiers. Qu'on ne veut pas que ça se passe ici dans notre nouvelle démocratie, comme ils disent. Baba Aïdara, qui est par ailleurs copropriétaire du quotidien d'information de Pointe, lance aussi un appel à l'endroit du gouvernement sénégalais. Lors des aveux, on a beaucoup entendu qu'ils ont côtoyé avec certains membres séparatistes du sud du Sénégal, Casamance. Ça peut être quelque chose de vraiment grave pour le Sénégal d'avoir des tueurs dans le sol sénégalais. RFM Banjul, Wouri Diallo. Wouri Diallo, notre correspondant permanent à Banjul. Wouri, excellent séjour à lui, n'est-ce pas, Abdou Diouf Junior? On dit là à Banjul. Un peu la Banjul plutôt. Très bien. RFM Sport. Abdou Diouf qui s'en prend au Opel basketball, on comprend aussi, avant d'enchaîner avec le basket, c'est le cousinage à plaisanterie. Bien sûr. Qui est un fondement essentiel de notre tissu national. C'est ça. Merci.
On parle de basketball maintenant. Mondial Chine 2019, le Sénégal perd son match de préparation contre l'Italie. Les Lions qui participent à un tournoi ont perdu leur premier match contre les Italiens. Ils se sont lourdement inclinés 111-54. Par rapport à cette préparation, le président de la fédération a parlé cet après-midi, ce matin plutôt. Maître Babacar Ndiaye, face à la presse, s'est prononcé sur les matchs du Sénégal qui vont devoir quitter l'Italie après pour se rendre en Turquie. Il a également évoqué la polémique autour de l'entraîneur Abdourahmane, de l'affaire de cet entraîneur Abdourahmane Ndiaye Adidas. Je vous propose d'écouter Maître Babacar Ndiaye avec Soda Thiam. Le groupe est au complet. Gorgui il a demandé à être déchargé pour cette compétition. Le traîneur a fait un choix de 16 joueurs qui ont quitté Dakar hier pour aller en Italie, jouer un tournoi jusqu'au 11. Et le 11, ils vont quitter l'Italie pour aller en Turquie. Un autre tournoi les attend. En principe, ils seront à Dakar vers le 14 ou le 15 août, avant maintenant de repartir en Chine vers le 18, parce que nous avons un tournoi à jouer en Chine à partir du 20 au 25. Aujourd'hui, je pense que la fiche technique, la préparation d'un mois avec la participation à ces 3 tournois-là va être respectée. Il a été un capitaine loyal avec moi. Je l'ai appelé au téléphone, on doit se voir. Je pense qu'il sera l'invité personnel de la fédération lors de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, pour les garçons, compte tenu du contexte, l'entraîneur et la direction technique, ils ont opté pour maintenir les adjoints au retour de la Coupe du Monde. L'entraîneur choisira son premier adjoint et la direction technique va choisir un deuxième adjoint. On ne doit aucun franc, même pas un franc trouvé à Adidas. Il y avait 4 tournois à jouer. Il avait une indemnité pour chaque tournoi. On n'avait pas de tournoi au mois de novembre, on ne pouvait pas le payer au mois de novembre. À l'issue du tournoi du mois de février organisé à Abidjan, et qu'il a reçu son indemnité parce qu'il est payé par tournoi après prestation accomplie. Donc j'ai été très surpris aujourd'hui de dire que cette clause-là, même si on me paye 1 milliard, je ne vais pas la signer alors qu'on est là. Cette clause-là, c'est une clause qui ne peut pas ne pas figurer sur le contrat d'un entraîneur. À l'instant, Maître Babacar Ndiaye, les Lions du basket participent donc à ce tournoi en Italie. Ils se rendront par la suite en Turquie avant de revenir ici à Dakar. Le mondial de basket se joue en Chine. Ce sera au mois de septembre prochain. Afrobasket 2019, la FIBA veut mettre les journalistes dans de bonnes conditions. Le directeur de la communication a pris des engagements devant la presse. Toutes les dispositions sont prises, y compris celles qui ont trait aux accréditations. Lamine Badian s'est adressé aux confrères ce jeudi. Nous l'écoutons avec Soda Thiam. Aujourd'hui, on est à peu près à 96 journalistes qui se sont accrédités. 96 journalistes du Sénégal et du monde. Il y a 26 photographes à ce jour. Vous aurez des chasubles pour être autour du terrain. Mais comme je connais les photographes, ils sont très malins. Ils ont des appareils et ils filment alors que c'est interdit de filmer. Là-dessus, les gars, il faudra qu'on soit très clair. Les droits appartiennent à la FIBA, à StarTime et à la RTS. Moi, je serai là pour vous surveiller, pour dire, monsieur, vous n'avez pas le droit de filmer. Que ce soit pour la télévision et que ce soit pour la radio, vous devez vous accréditer à FIBA Media et vous devez payer des droits. Moi, je préfère vous donner ce qu'on appelle les highlights. Vous avez aujourd'hui au moins 26 caméras qui seront là sur cet Afrobasket. C'est plus joli d'avoir 26 caméras avec des angles différents que d'avoir une caméra qui va filmer et que ça ne sera pas très joli. Je vais vous donner la possibilité d'avoir vos caméras, mais ceci dit, ces caméras-là, ce sera que sur la zone mixte et sur la conférence de presse pour les photographes. Moins 12 avant le match, vous ferez les photos. Et puis ensuite, vous serez sur les côtés. Derrière, on a demandé qu'il y ait des bancs pour que vous puissiez vous asseoir pour pouvoir faire les photos en toute tranquillité. Nous avons décidé de faire des conférences de presse sur YouTube, c'est-à-dire en live streaming. Vous aurez la possibilité, donc, s'il y a 2 équipes qui parlent français, il est bien évident qu'on va faire la conférence de presse en français. S'il y a des équipes qui parlent en anglais, on le fera en anglais. Par contre, je sais que la plupart du temps, vous avez la possibilité de le faire en Wolof. Là, à l'instant, Lamine Badian, directeur de la communication à FIBA Afrique, l'Afrobasket féminin démarre ce samedi à Dakar Arena, samedi 10 août 2019. Le Sénégal joue contre la Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de 19h.
Handball, les Lions ne vont pas participer aux Jeux africains au Maroc. Avant de passer au handball, excusez-moi Amar, nous allons parler toujours de ces Lions du Sénégal qui vont recevoir le drapeau national des mains de Madame le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Néné Fatoumata Tall. L'événement est prévu demain 9 août à partir de 10h. La cérémonie qui va donc être présidée par Néné Fatoumata Tall, qui assure justement l'intérim du ministre des Sports absent du territoire. Maintenant, on peut parler de handball, Abdou Diouf Junior, avec les Lions qui ne vont pas participer aux Jeux africains au Maroc. Plusieurs joueuses n'ont pas été libérées par leur club. Seules 10 Lions sont à la disposition de la fédération. Impossible de participer à un tournoi dans ces conditions, a dit Sambou Biagui, le chargé de la communication, qui considère que d'autres échéances importantes attendent notre pays. Sambou Biagui, que je vous propose d'écouter. Nous avons vraiment le regret d'annoncer que la Fédération sénégalaise de handball se retire des Jeux africains du Maroc. La raison, vous savez, la veille de chaque compétition, l'organisation donne des échéances pour le dépôt des listes et le Sénégal a déposé sa liste des joueuses devant participer à ces Jeux africains. Mais il se trouve que malheureusement, la compétition n'étant pas reconnue par les instances au niveau des clubs, beaucoup de nos joueuses n'ont pas pu être libérées. Nous disposons que de 10 joueuses, dont une gardienne seulement. Dans ces conditions-là, il est très difficile de participer parce qu'il suffit que 2 joueuses se blessent ou une joueuse se blesse, ce sera donc la fin de la compétition pour le Sénégal. Il y a également le fait que les joueuses viennent de démarrer les compétitions. Ce serait un risque en tout cas d'amener ces joueuses-là au Maroc, d'autant plus que le Sénégal prépare le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques ici à Dakar. Le Sénégal prépare les championnats du monde au Japon. Toutes ces compétitions en junior également, le Sénégal prépare les championnats d'Afrique junior. Donc ce serait risqué en tout cas d'enrôler comme ça les joueuses pour aller aux Jeux africains, surtout que vous n'avez pas un effectif complet et il est impossible de changer la liste, il est impossible de faire intégrer d'autres joueuses. Toutes ces conditions-là font que vraiment nous avons le regret de se retirer de cette compétition, c'est-à-dire les Jeux africains. Nous allons parler maintenant de football avec le Mercato clôturé en Angleterre ce jeudi. Rennes a trouvé un accord avec le club anglais de Watford. L'ailier sénégalais de 21 ans, Ismaïla Sarr, s'est engagé pour 5 ans avec les Hornets. Watford, qui avait terminé 11e lors du dernier exercice, a déboursé 30 millions d'euros plus 5 en bonus. C'est un record plutôt pour les jaunes et noirs. L'attaquant international sénégalais de 21 ans avait coûté environ 20 millions d'euros en provenance de Metz. C'était en 2017. Rennes va pouvoir lancer son mercato. Alex Iwobi rejoint Everton. Le Nigérian a officiellement quitté Arsenal ce jeudi soir. L'ailier des Gunners a coûté entre 38 et 43 millions d'euros. Le joueur de 23 ans s'est engagé pour 5 saisons avec Everton. David Luiz a pris le chemin inverse. Le défenseur de Chelsea s'est engagé avec Arsenal pour environ 8 millions d'euros. Il a signé un contrat de 2 ans. Je rappelle que David Luiz a 32 ans présentement. Par contre, le Roi Sané et Bayern sont déçus de la blessure du joueur allemand qui compromet son transfert chez les Bavarois. Le Roi Sané s'est blessé dimanche face à Liverpool lors du Community Shield. Le joueur de 23 ans a été touché au genou au moment où Bayern s'apprêtait à payer plus de 100 millions d'euros pour enrôler l'attaquant de Manchester City. C'est donc la fin, hein? Oui. Abdou Diouf Junior, nous avons parlé de basketball, de handball et de football. Vous avez été complet. Le tour du web sur RFM. Fama John. Bienvenue. Guy Marius Sagna reste en prison. Information à lire sur Galsen 221. Le doyen des juges a tout simplement rejeté la demande de mise en liberté d'office introduite par ses avocats. Motif évoqué, l'activiste n'a pas été entendu sur le fond. Au-delà, le doyen des juges est persuadé que libérer Guy Marius Sagna pourrait troubler l'ordre public. Pendant ce temps, sur Twitter, la campagne lancée pour libérer l'activiste par Amnesty Sénégal fait son petit bonhomme de chemin, un lien permettant d'écrire une lettre destinée au ministre de la Justice joint au tweet.
Sur Facebook, une vidéo d'un jeune apéris se propage rapidement. Le jeune a tenté de se suicider parce que selon lui, tenez-vous bien, Macky ne valorise pas sa jeunesse. Ibrahim Ndong, c'est son nom. Les adeptes du net ne l'ont pas raté. On peut lire ce commentaire sur la page Facebook d'un célèbre journaliste. Il n'a qu'à assumer, et parce qu'il fait partie des 50 et quelques % des Sénégalais qui ont voté pour le régime en place. Sport, Babacar Ndiaye rejette les allégations selon lesquelles Adidas est resté 8 mois sans salaire. Selon Seneweb, qui cite le président de la Fédération sénégalaise de basketball, le technicien récemment limogé de son poste de coach des Lions demandait un salaire mensuel de 7 millions de francs CFA. Toujours du sport, le stade rennais rend hommage à Ismaël Sarr. Sur un tweet repris par le joueur, le club souhaite bonne chance au joueur sénégalais qui vient de rejoindre Watford pour 30 millions d'euros. Aux États-Unis, le différend Iran-États-Unis est loin de connaître son épilogue. Sur son compte Twitter, Donald Trump ironise sur l'état actuel de l'Iran qui aurait de graves problèmes financiers, d'après le président américain. Selon qui, l'Iran cherche désespérément à parler aux États-Unis. Ils reçoivent des signaux mitigés de part et d'autre, conclut le président américain sur son compte Twitter. Le tour du web, c'est fini. À demain. Merci Fama John. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. La journée de l'arbre célébrée le dimanche dernier 4 août, ça a été également l'occasion de lancer la campagne de reboisement. À Sédhiou, la préoccupation majeure, c'est la survie des arbres plantés. Max Euclide Kamfani. Plus de 200 000 plants sont disposés en cette présente campagne de reboisement entamée avec la journée de l'arbre au niveau de la région de Sédhiou, rapporte l'inspecteur régional des eaux et forêts, le commandant Djimanga Djedjou, tout en insistant sur la sauvegarde de ces plants. Nous allons reboiser un peu plus de 200 000 plants au niveau régional. Une chose est de planter, mais une autre chose c'est d'entretenir les plants. Et c'est pourquoi nous lançons un appel aux populations pour que les arbres qui seront mis en terre cette année soient bien entretenus, bien suivis jusqu'à l'année prochaine, et que chaque fois qu'on passera, on dira que c'est là qu'on a planté l'année dernière et l'arbre a réussi. La préservation des ressources forestières ainsi que la biodiversité, c'est le même appel lancé par le maire de Simbandi Balante, Lamine Mané, invitant les populations de sa commune et les autres à suivre l'exemple de celle de Niafor. Le premier appel consiste à demander à toutes les populations de suivre l'exemple de Niafor en matière de reboisement et de protection de l'environnement. Le second appel est une invite à se constituer en une sentinelle infatigable et intransigeante de la protection de la forêt et des ressources forestières. Le troisième appel a trait au respect des procédures légales de coupe d'arbres pour une exploitation rationnelle des ressources forestières. Le quatrième appel consiste à les inviter à veiller à la préservation de la diversité des espèces d'arbres. Une préservation de ces ressources qui passe aussi par la traque des détracteurs des forêts dans cette région, rappelle le commandant Djimanga Djedjou. Le trafic de bois, c'est une problématique qui nous empêche de dormir. Et c'est pourquoi nous sommes tout le temps sur la brèche. Nous avons installé la peur dans le camp des trafiquants de bois. Notre secret, c'est quoi? C'est la collaboration avec les populations. Max Euclide Kamfani, à Kaffrine également, l'entretien des arbres est une priorité pour le chef de service régional des eaux et forêts. Le lieutenant-colonel Oulimata Faye appelle les maires à mettre en place des pépinières communales. Des propos recueillis à Kaffrine par Oumar Ndiaye. Concernant la campagne de cette année, nous avons un peu plus de 1 426 000 plants. Dans ces 1 426 000 plants, les pépinières individuelles encadrées par le Trifeuse Future ont produit plus de 1 200 000. Donc, je les félicite au passage. Maintenant, concernant la production au niveau des eaux et forêts, j'ai remarqué que nous avons que 3 pépinières communales, alors que chaque commune devrait avoir sa propre pépinière pour pouvoir, par contre, au niveau des eaux et forêts, il y a disponibilité de plants qui vont reboiser pour en obtenir au niveau des eaux et forêts. Par contre, nous tenons à ce que si vous reboisez les plants, si vous plantez les plants, que vous en occupez jusqu'à ce qu'ils deviennent des arbres. Justement, comment entretenir un arbre que vous avez planté chez vous? Ces conseils du colonel Moussa Fall vous seront utiles. Je crois que la première chose, d'aller au service des eaux et forêts le plus près pour pouvoir quand même prendre les conseils nécessaires. Mais ce qui préoccupe tout le monde, c'est comment entretenir un arbre. C'est très facile, c'est comme on entretient notre enfant. Un enfant, il naît tout petit, on le soigne, on le fait porter sa culotte, on le nourrit, on le fait boire, on l'accompagne, on le protège. Même en dormant, on est obligé de mettre quand même quelques garde-fous pour éviter que l'enfant tombe du lit. La même chose pour un arbre, il faut avoir l'amour de planter. Et en ce temps-là, surveiller, faire nourrir l'arbre,
Le faire boire, on l'entretient avec un peu de terreau, un peu de fumée, avec de l'eau et la protection, soit des gabions, soit des penons, soit des sacs. Et c'est très facile dans ce cas-là de pouvoir réussir. 1 an, 2 ans, l'arbre quand même va vous apporter soit des fruits, soit une très belle ombre. Et là, tout le monde peut en bénéficier, que ça soit toi, que ça soit le passant devant la maison, que ça soit même l'oiseau qui passe. Partout au Sénégal, le service des eaux et forêts est représenté. Et je crois que prenez conseil avec ces forestiers. Ils vont vous donner quand même tous les conseils nécessaires qui l'accompagnent. Et chacun peut avoir au minimum planté 1 arbre ou 2 arbres dans sa maison pour pouvoir gagner soit des fruits ou soit de l'ombre. Le colonel Moussa Fall, ancien directeur du parc de Hann, aujourd'hui expert consultant en agroforesterie, qui referme les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire, case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Salimata Ao. Bienvenue. Hier, nous parlions des hypertendus et la consommation de la viande rouge. Aujourd'hui, nous abordons les symptômes de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur la paroi des artères. Dr Adja Maretou Diop, cardiologue. L'hypertension artérielle est une augmentation des chiffres tensionnels au-delà des chiffres tolérés, 12,8 jusqu'à une marge 14,9. Au-delà de ces chiffres, on parle d'hypertension artérielle. Cette hypertension artérielle peut être d'origine génétique, familiale, mais aussi cette hypertension peut être due à un mauvais mode de vie. Une alimentation riche en sucre, en graisse, surtout en cholestérol, associée à un stress intense. L'hypertension artérielle est généralement asymptomatique. Toutefois, une pression sanguine très haute peut occasionner les symptômes suivants. Les bourdonnements d'oreilles, des maux de tête qui sont très importants, ou bien une douleur importante au niveau de la poitrine. Ces signes doivent vous alerter vers une hausse de la tension ou ses complications. Vous pouvez aussi avoir une sensation d'étouffement qui est brutale. Si vous ressentez un de ces signes, n'hésitez pas. Rendez-vous dans une structure de santé pour une prise en charge, indique le cardiologue Adja Maretou Diop. Quand vous sentez ça, vous devez aller vers une structure sanitaire ou bien appeler le 1515 qui est le numéro du SAMU national. Les complications telles que les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, là vous avez une paralysie de la moitié du corps. Pour les mesures préventives de base, il faut maintenir un poids de santé, être actif, porter attention aux signes de stress chronique, consommer avec modération les aliments très salés et surtout limiter sa consommation de matières grasses. Les fruits et les légumes, il faut en manger en abondance. C'était tout pour Bonne Santé. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, l'invité. 22h44, l'invité de RFM Soir, Dr Omar Cissé, ingénieur polytechnicien en génie civil, professeur en environnement à l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie, c'est en Égypte, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine. Il répond aux questions de Joe Maroun. Docteur Omar Cissé, bonsoir. Bonsoir Joe et merci de m'avoir invité. Un programme Zéro déchet lancé par le chef de l'État. Quelle est votre lecture d'abord sur cette initiative? Oui, merci. Depuis quelque temps, je parle moins des déchets parce que j'attends de voir des signaux très forts qui montrent qu'on peut avancer, qu'on peut enfin avancer.
Oui, s'il y a de la volonté politique sur les déchets, je ne peux que saluer, parce que moi je cherche à ce que ce secteur connaisse des lendemains meilleurs. Depuis 25 ans, je travaille dans ce secteur comme chercheur, professionnel, consultant, professeur, tout ça. Mais il est quand même souvent louable de constater que nous marquons beaucoup le pas. Nous marquons beaucoup le pas. C'est vrai, depuis quelque temps, on sent un regain de volontarisme au niveau de l'autorité centrale sur cette question. Tant mieux. Maintenant, il nous faut poser les actes très forts et dans la durée. Et dans la durée. Parce que les déchets, vous savez, c'est pas... On ne nous demande pas de les nettoyer pendant un mois ou quoi que ce soit. Il faut poser les actes qui permettent de les nettoyer. Et pour mieux poser les actes, il faut savoir quels sont nos problèmes. Vous les décelez déjà? Non, je dis quels sont nos problèmes. Ça veut dire que avant de poser des actes, il faut évaluer. On en est où? Oui, il y a une insalubrité. Mais on peut l'analyser de façon beaucoup plus fouillée, approfondie, avec tous les acteurs. Avec tous les acteurs. Parce que aussi bien que ça soit des acteurs, des chercheurs, des professionnels, des collègues communes, des organisations de l'État, ainsi de suite, c'est important pour qu'on fasse le point. On en est où? Sur toutes les composantes de ce secteur. Oui, nos villes sont sales. Je le dis depuis 25 ans. Oui, nos villes sont sales. Pourquoi nos villes ne bougent pas par rapport à la salubrité? C'est une très bonne question. S'il y a une volonté politique nouvelle, naissante, qui s'affirme dans la durée, en convoquant toute la rigueur scientifique, vous savez, les déchets, ce n'est pas uniquement prendre un camion et évacuer. C'est pas du tout ça. Si c'était ça, nos villes seraient propres, parce que les camions, il y en a. Donc, mais ça demande beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça demande à votre niveau? Mais vous savez, il y a des fondamentaux qu'il faut régler. Il y a des fondamentaux. Vous savez, souvent, moi, je dis quand on parle de cette sétane, c'est bien. Mais moi voilà comment j'interprète un cette sétane. Je dis, à la veille de chaque tabaski Korité, toutes nos familles font un grand nettoyage. Ça ne veut pas dire qu'elles ne nettoyaient pas les mois, les semaines, les jours d'avant. Ça se faisait. Mais cette fois-ci, on se dit, on va faire quelque chose d'approfondi. Moi, je vois comme ça que je préfère un cette sétane. Ça ne remplace pas les fondamentaux. C'est bon quand ça vient, mais ça ne remplace pas les fondamentaux. Mettons les fondamentaux. Aujourd'hui, prenons des exemples très, très simples. Quelles sont les populations qui utilisent des poubelles réglementaires dans nos communes? Les gens mettent les déchets dans des récipients de déchets. Les gens les sortent tous les jours sans savoir quel est le jour de collecte, quel n'est pas le jour de collecte. Les animaux en divagation les mettent partout. Prenez le cas de Dakar. Est-ce qu'il y a des entreprises de gestion de déchets? Celles qu'on appelle concessionnaires. Non, ce n'est pas des entreprises de gestion, c'est des transporteurs de déchets. C'est ce que vous appelez les concessionnaires, c'est ça? C'est des transporteurs. Qui viennent ramasser et c'est normal, déposer ailleurs aussi. Le montage ne leur permet pas d'être des entreprises de déchets. Vous savez, en 1994, avec sous l'égide de l'excellent ancien maire, je salue sa mémoire, l'excellent Mamadou Diop, c'est à ce moment-là que le système qui était unifié avait été remodelé, que Dakar a été découpé, la région, qu'on a commencé à convoquer des PME pour s'impliquer dans la gestion des déchets. Mais je dis 25 ans après, certaines sont demeurées. Mais qui est devenu entreprise dans ce groupe? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je me pose la question même, est-ce peut-être c'est récemment que certaines ont eu qu'elles ont eu des contrats. Elles ont fonctionné peut-être pendant des années sans contrat. Sans appel d'offres sur les déchets, pour qu'on sache. Ça, c'est des acteurs importants. C'est des acteurs quand même qui sont censés faire la collecte. Qu'on appelle abusivement concessionnaires, qui n'en sont pas. Mais c'est des acteurs, d'accord. Il y a même une configuration tellement bizarre parce que c'est des sociétés qui amènent des camions, mais le personnel est amené par un autre acteur qui est souvent UCG ou quelque chose d'autre, ainsi de suite. Mais c'est quand même difficile, dans ce cas d'espèce, même si tu as un territoire qu'on te donne à nettoyer, de dire qui est responsable de quoi. Donc je dis, et 25 ans après, je vous dis, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question du conditionnement des déchets, qui est une étape cruciale, le déchet, qui est une étape qui, si elle est faussée, les déchets, dès que vous les voyez, la ville est sale, qui est une étape cruciale, les déchets, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Oui, je suis d'accord. Comportement. Mais faisons attention. Les déchets, c'est la filière. Comportement de tous les acteurs de la filière. Des producteurs, des ramasseurs, des entreprises, de tout. Et même quand tu dis des producteurs, dans le groupe des producteurs, il y a les ménages.
Mais il y a des institutions, les services administratifs là. Est-ce que c'est compréhensible qu'on aille quelque part, il n'y a même pas de poubelle? Est-ce que c'est compréhensible que quelque part on voit des déchets qui débordent des poubelles? Est-ce que c'est compréhensible que quelque part on voit tout le temps que des déchets qui sortent d'institutions administratives? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que, oui, je suis d'accord, comportement. Pour les comportements, il y a 2 axes. Je suis d'accord qu'on dise, il y a la sensibilisation, il y a la police. Mais mettons les fondamentaux. Que chacun fasse ce qu'il doit faire de la meilleure des manières. Quand tu vas dans les systèmes, quelles que soient les villes, quand tu vas dans les systèmes, souvent même tu as des sociétés que vous appelez entreprises camions, concessionnaires qui viennent collecter. Mais ils sont censés collecter les ordures ménagères. Qui doit s'occuper des branchages qui ne peuvent pas contenir des poubelles? Qui doit s'occuper de ça? Qui doit s'occuper des gravois? Et tout ça, c'est dans la chaîne. C'est des déchets. Mais pourrait être très bien pris en charge si on avait des communes viables. Mais je dis, qui s'occupe de ces déchets? Qui s'occupe des déchets encombrants? C'est-à-dire que vous avez chez vous un matelas, vous ne savez pas quoi en faire. Vous avez un fauteuil, mais des déchets, c'est toute une économie, c'est toute une vie, c'est tout un tas de professions, c'est toute une science qui est autour de ça. Qui s'occupe de ces familles de déchets-là? Tu peux venir enlever tes ordures ménagères. Mais tu sais, dès que tu as un tas de gravats, on met des déchets là-dedans. Dès que tu as un tas de branchages, on met des déchets là-dedans. Donc, tous ces déchets connexes-là, c'est important de les prendre en charge. Mais allons-y encore plus loin. Dans les 500 et quelques 550 communes, quelles sont les communes qui disposent d'installations d'élimination normales? Est-ce que l'incinération n'est pas une solution? Certains disent les déchets c'est de l'or et ainsi de suite. Bon, il ne faut pas utiliser des slogans. Ça, c'est des slogans. Si c'est de l'or, moi, je n'allais pas faire sortir les déchets de chez moi. Je vais les garder ou donner ça à ma femme pour qu'elle se part. Non. Ceux qui pensent que les déchets c'est de l'or, ils se sont établis dans les décharges en train de récupérer et d'en faire le gagne-pain. Quand on dit est-ce qu'on ne peut pas incinérer? Est-ce qu'on ne peut pas composter? Oui, l'enfouissement aussi. L'enfouissement, c'est un état aussi d'élimination. Mais techniquement, tout est possible. Quand tu prends la famille des déchets, même si tu prends des 13 catégories conventionnelles, le plastique, ainsi de suite, les matières putrescibles, ainsi de suite, chaque technologie va mettre l'accent sur certaines matières. C'est ça, en fin de compte, la question. Si tu incinères, tu vas prendre des matières qui ont un pouvoir calorifique intéressant. Le plastique, le papier, le bois, ainsi de suite. Si tu compostes, tu vas prendre les matières putrescibles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça dépend. Donc, on connaît, nous, facilement, et je pense que l'UCG aussi l'a fait très bien, certaines années, en caractérisant tous les déchets dans toutes les régions du Sénégal, on sait dans tous les déchets qu'est-ce qu'il y a. Donc, dépendamment de la technologie que tu veux utiliser, tu peux faire l'étude de faisabilité, c'est facile. Mais il ne faut pas rêver en se disant que, non, c'est de la valeur, tout est de la valeur, et ainsi de suite. Malgré qu'il y ait de la valeur. Par exemple, une valeur qui est dans le déchet qui peut être rendue intéressante à travers le compost sur les matières putrescibles. Si on veut l'utiliser de façon beaucoup plus efficiente, il faut la trier et la récupérer en amont, sinon elle est contaminée, et ainsi de suite. Donc il y a tout un tas d'aspects qui entourent le secteur déchets. Et comprenons que le déchet, c'est toute une filière. Il sera essentiel qu'un exercice de l'autorité équitable, ferme, durable, soit observé. Parce qu'il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués. Parce que tous les acteurs, je le disais tantôt, quand on dit les ménages, mais c'est les comportements de tous les acteurs. Quelle entreprise? Comment la choisir? Certains, quelquefois, regrettent la vétusté du matériel des entreprises. Mais si les entreprises n'ont que des contrats, n'ont même pas des contrats où ils n'ont que des ordres de service ou des contrats maximum d'un an, ils ne vont jamais investir sur les équipements. Il ne faut pas se faire des illusions. Ils ne peuvent pas. Il y a un ensemble. Et ça aurait été intéressant qu'il y ait des évaluations très participatives, multi-acteurs, très transparentes, très équitables. Ça ne nous ferait qu'avancer. Quand vous dites faisons tel pas, ça suppose que de savoir tu viens d'où. Si tu ne sais pas tu es à quel niveau, mais j'imagine, et ce n'est pas à un acteur de le savoir. Et sans cette évaluation, les décisions qui seront prises n'auront pas... Non, mais j'imagine qu'on sera contraint de le faire et de bien le faire. De bien le faire. Vous savez, de bien le faire avec tous les acteurs de la filière. Depuis les chercheurs, les communes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Avec tous les acteurs de la filière, ça ne nous fait qu'avancer. Et de prendre des actes maintenant, surtout dans la durée. Oui, le chantier des comportements, il est là. Il y a deux aspects. Il y a la sensibilisation, mais il y a... Toutes nos excuses pour cet arrêt brusque de l'entretien que Jo Marone a accordé, ou le docteur Omar Cissé a accordé à Jo Marone. Merci à eux deux.
22h54, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amarnio. La selle scellée juste après la Tabaski, la contribution économique locale sur le point d'être mise à la disposition des municipalités. Assurance du secrétaire général de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal, Mbaye John, précise que le président Macky Sall a déjà paraphé les décrets d'application de la loi. Élan de solidarité autour de l'Aïd el-Kébir, 2500 talibés habillés et dotés de chaussures à Tivaouane. Les bonnes volontés se signalent aussi à Ziguinchor où les habitants du village de reclassement social de Djibelor ont été soutenus. Le service d'hygiène de Kaffrine bloque l'entrée sur le marché d'une tonne 500 kg de produits prohibés. Plusieurs marchandises dangereuses pour la consommation ont été saisies à Missira Wadden. Les Lions du handball ont pour out pour les Jeux africains au Maroc. Beaucoup d'entre elles n'ont pas été libérées par leur club parce que la compétition n'est pas reconnue par les instances internationales. Réaction dans la page des sports d'Abdou Diouf Junior. Le tour du web, Fama John. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonne santé, Salimata Ao. L'invité du soir à l'instant, Dr Omar Sissé, ingénieur, polytechnicien en génie civil, professeur en environnement à l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie, directeur de l'Institut africain de gestion urbaine. Entretien avec Joe Marone sur la problématique de la gestion des ordures. Cette édition a été mise en onde par Amadi Ndiaye, édition présentée par Mamadou Amarndion. Prochain rendez-vous d'information à 23h avec le Flash en Wolof. Après le Flash, Oustaz Abdou Karimba dans son émission Les Vertus du Coran, minuit RFMU avec Jean-Paul Lourd, Malan Sonko et Boubacar Ban. Au Sénégal ou à l'étranger, où que vous soyez, toute la rédaction de RFM vous remercie de votre amabilité, de votre disponibilité et de votre fidélité à la radio de toute l'actualité.